parler de calcul sécurisé. Comment est-ce que je lance la slide? Ah voilà, très bien. Donc comment est-ce qu'on protège nos données lorsqu'elles sont utilisées dans des calculs? Donc le problème qui m'intéresse ici, c'est que vous, moi, tout le monde, on communique, on interagit via des réseaux à grande échelle, des réseaux cellulaires, des réseaux, les réseaux Internet par exemple. Et donc une question générale qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on garantit que nos interactions sur ces réseaux restent sécurisées? La manière la plus classique de se poser la question, celle que des acteurs se posent depuis des décennies, c'est sous l'angle des communications. Donc est-ce que nos communications sur les réseaux sont sécurisées? Typiquement, à chaque fois que l'on se balade sur le web, à chaque fois que l'on consulte une page, qu'on utilise une application, qu'on passe un coup de fil, qu'on envoie un SMS, on communique des données. Et il se pose la question de savoir si les données qu'on communique, qui peuvent être des informations privées, peuvent être lues par d'autres personnes que celles à qui on les destine. Ce n'est pas la question à laquelle je vais m'intéresser aujourd'hui. Je remarque simplement que, évidemment, il y a une astérisque, on ne voit pas, mais il y a une petite astérisque. Mais aujourd'hui, il y a eu d'énormes progrès sur ces questions-là. Et l'essentiel du temps, lorsque l'on communique via des réseaux, nos communications sont protégées. Par exemple, si vous communiquez via Internet, aujourd'hui, plus de 85% du trafic Internet est chiffré. Donc, si vous arrivez sur un site web et que vous voyez le petit S à côté du HTTPS, c'est que la communication entre vous et le site web est chiffrée. Donc, toute personne avec son antenne dans votre jardin n'est pas forcément capable de lire le contenu de votre interaction avec ce site web. Quand vous passez un coup de fil via votre téléphone portable, au moins en France, la communication est chiffrée. Et de plus en plus, si vous utilisez des messageries, il devient de plus en plus courant, en tout cas, de transitionner vers des messageries sécurisées qui permettent d'avoir du chiffrement point à point entre les utilisateurs. C'est en tout cas quelque chose qui avance à grande vitesse. Donc, même s'il reste plein de choses à faire, plein d'incertitudes et plein de très bonnes raisons de faire de la recherche là-dedans et de vouloir améliorer les choses, les communications, c'est quelque chose sur lequel il y a eu beaucoup de progrès. Aujourd'hui, souvent, nos communications sont sécurisées et souvent, les utilisateurs commencent à être conscients de la nécessité de protéger leurs communications. En revanche, ça fait assez longtemps maintenant qu'on n'utilise plus du tout les réseaux uniquement dans le cadre de communication. Le matin, quand vous vous levez, si vous prenez votre téléphone portable, vous allez pouvoir vous balader sur une plateforme de streaming et avoir des recommandations sur le film que vous regarderez le soir, utiliser une application de dating pour essayer peut-être de trouver l'amour, vous balader sur vos photos stockées dans le cloud et retrouver les dernières photos de votre réunion familiale, peut-être utiliser une application après avoir fait votre running du matin pour savoir à quelle vitesse votre cœur battait durant votre course. Peut-être qu'en vous promenant sur un site web, vous allez voir de la publicité ciblée qui dépendra de votre historique de navigation. Peut-être que vous allez utiliser des réseaux sociaux, etc. etc. Vous pouvez envisager des milliers de ces applications modernes des réseaux sociaux. Et moi, mon point, c'est qu'à chaque fois que vous faites ça, certaines de vos données qui sont des données privées ne sont pas seulement communiquées, mais elles sont utilisées dans des calculs. C'est-à-dire qu'à un moment, elles arrivent sur un serveur, elles arrivent quelque part, et un acteur fait tourner un algorithme sur ces données pour en déduire un résultat et utiliser ce résultat pour vous afficher quelque chose, vous faire une recommandation ou que sais-je. Et donc là, il ne s'agit plus d'un problème de communication. Vous n'avez pas spécifiquement voulu transmettre votre historique de navigation au site web, mais d'un problème de calcul. Vous avez éventuellement voulu avoir le résultat d'un calcul qui a été fait sur vos données, par exemple dans l'application de dating ou lorsque vous cherchez vos photos. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à chaque fois que vos données sont utilisées dans des calculs, elles ne sont plus protégées au moment où elles sont utilisées dans des calculs. À ce moment-là, vos données sont en clair pour qu'on puisse faire tourner un algorithme dessus. Donc ça crée une situation qui est un petit peu paradoxale. On commence à en parler de plus en plus souvent, où d'un côté, les utilisateurs sont de plus en plus conscients du fait que protéger ces données, c'est important. Quand on communique, il vaut mieux utiliser une application de messagerie sécurisée. Il faut faire attention à ce que les sites web sur lesquels on va soient bien des sites web qui utilisent le HTTPS. On commence à en être globalement assez conscient. Mais à côté, il y a des incentives très forts de révéler nos données privées dès lors qu'elles vont être utilisées dans des calculs. Soit parce qu'on veut pouvoir bénéficier des promesses des applications basées sur l'intelligence artificielle. Je parle des applications de dating, applications de santé, tout ce genre de choses. Soit parce qu'on veut pouvoir utiliser des réseaux sociaux pour avoir des recommandations ou avoir des nouvelles qui dépendent de nos préférences, de nos centres d'intérêt. Et en parallèle, ça, beaucoup des gens ici en seront conscients, nos données privées sont quelque chose qui est de plus en plus considéré comme de grande valeur, soit par des acteurs plus ou moins malicieux parce que ça peut être vendu
pour pouvoir faire plus tard de la publicité ciblée, mais soit aussi pour des raisons plus positives, parce que par exemple en machine learning, si des chercheurs ont accès à des très grandes bases de données privées, ils vont pouvoir utiliser ces bases de données pour pouvoir entraîner des algorithmes de machine learning et peut-être développer des nouveaux traitements médicaux ou que sais-je. Donc, d'un côté, on protège nos données lorsqu'on communique, mais on a des forts incentives à révéler nos données privées dès lors qu'elles sont utilisées dans des calculs. Et mon point ici, c'est de ne pas simplement dire aux gens « faites attention ». Je ne vais pas dire aux gens de ne plus utiliser YouTube, de ne plus utiliser Netflix, de ne plus utiliser de réseaux sociaux ou d'applications de messagerie. Ce ne serait pas réaliste parce que les gens vont continuer à le faire. Et il ne faudrait pas non plus faire une croix sur tous les bénéfices qu'on peut espérer obtenir de la possibilité de faire tourner des algorithmes sur des grandes masses de données privées. Je pense au machine learning et à tout ce qu'on peut espérer en tirer dans le futur. Donc, moi, mon champ de recherche, et ici, plutôt que de parler de travaux précis, je vais parler vraiment d'un domaine de recherche pour vous donner une overview de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on essaye de faire et où ça en est aujourd'hui. C'est le domaine qui s'appelle le calcul sécurisé, où le but, c'est de réconcilier les bénéfices individuels et sociétaux de pouvoir avoir des calculs qui soient réalisés sur vos données privées, les vôtres et celles d'autres utilisateurs, avec la nécessité que vos données privées restent privées même pendant qu'elles sont utilisées dans ces calculs. OK ? Donc ça, c'est l'objectif. Pour donner un tout petit peu plus de technique, parce que je suis un chercheur, le problème de la communication sécurisée, en général, on le raconte en disant on a Alice, on a Bob, Alice va envoyer un message à Bob, on a une personne qui observe la communication, qu'on appelle souvent Eve, pour eavesdropper en anglais, et du coup, on va utiliser ce qu'on appelle un système de chiffrement. Là, je laisse de côté toutes les questions d'authentification, mais donc je simplifie. Ce chiffrement, c'est un genre de boîte digitale dans lequel Alice va mettre son message, tel que la personne qui a la clé pourra ouvrir la boîte et voir le message, mais un attaquant extérieur qui n'aurait pas la clé de la boîte serait totalement incapable d'en voir le contenu. Ça suffit à garantir que la communication se passe de façon sécurisée, et on sait très bien le faire aujourd'hui. On a des technologies de chiffrement standardisées, il y a des nouveaux standards qui sont mis en place en ce moment même. Dans le cas du calcul sécurisé, cependant, l'objectif est un petit peu plus compliqué à décrire. Donc on a toujours nos amis Alice et Bob, et cette fois ils ont tous les deux une donnée privée, X pour Alice, Y pour Bob. Et ce qu'ils veulent obtenir, c'est le résultat d'un calcul. Ce calcul, ça va être l'évaluation d'une certaine fonction, FA et FB. Donc la fonction FA va définir ce que Alice est censée apprendre sur les données X et Y, donc ces données jointes avec Bob, et FB va définir ce que Bob est censé apprendre. Donc ici, ce que je suppose, c'est que ces fonctions sont publiques, c'est-à-dire que le calcul qui doit être effectué, tout le monde sait ce que c'est, mais que les entrées du calcul, le X et le Y, sont les entrées secrètes. Et ce qu'on voudrait, c'est que Alice obtienne le résultat de la fonction et que Bob obtienne le résultat de sa fonction. Et les méthodes classiques basées sur les technologies de chiffrement ne fonctionnent plus ici. Parce que fondamentalement, le chiffrement, c'est quelque chose qui va être, on va dire, tout ou rien. C'est-à-dire, soit vous avez la clé du chiffrement et vous avez accès au message à l'intérieur dans son intégralité, soit vous n'avez pas la clé et vous n'avez accès à rien. Ici, à la place, en calcul sécurisé, on veut étudier quelque chose qui est un petit peu plus à grain fin, on veut utiliser des techniques qui permettent de faire ces calculs. Et fondamentalement, on a une fonction qui contrôle précisément quelle partie de l'information sur les données privées des utilisateurs a le droit d'être révélée à un utilisateur donné. Donc on ne peut pas utiliser quelque chose qui soit tout ou rien comme un chiffrement, on a besoin d'une approche un peu plus fine de ce genre de gestion de la sécurité. Donc ça, c'est une première problématique qui rend le calcul sécurisé significativement plus complexe. Une deuxième problématique, c'est que dans le problème classique de la communication, Alice et Bob, c'est les joueurs honnêtes, ils veulent communiquer entre eux, ils s'entendent bien. On essaye de protéger leur communication et l'attaquant n'est pas un participant au protocole. C'est un attaquant qui arrive et on essaye de s'en prémunir. Dans le modèle du calcul sécurisé, Alice et Bob sont simultanément les participants et les attaquants. C'est-à-dire qu'on souhaite qu'Alice apprenne le résultat, disons ici FA de XY, mais Alice en même temps va tenter d'apprendre plus d'informations que ça sur Y, l'entrée de Bob. Donc on veut simultanément lui apprendre une partie de l'information, mais l'empêcher d'en apprendre plus. Et réciproquement pour Bob. Donc ça, c'est tout un champ de recherche qui complexifie significativement les méthodes cryptographiques qu'on va pouvoir espérer utiliser pour arriver à nos fins. Je l'ai présenté à 2 joueurs. Tout ce que j'ai dit, ça peut se généraliser à n joueurs. On peut imaginer qu'on a donc n joueurs P1 à Pn avec des entrées secrètes x1 à xn. Il y a une fonction publique f qui gouverne ce que chacun est censé apprendre. Cette fonction va prendre toutes les entrées secrètes, nous donner des y1 à yn, et chaque joueur pi
est censé, à la fin du protocole, apprendre l'entrée YI. Donc, on veut que le protocole soit correct, que chaque joueur à la fin du protocole ait appris YI, et on veut que le protocole soit sécurisé, c'est-à-dire que, ici, aucune coalition de joueurs ne sera capable d'apprendre plus que ce qu'ils peuvent déjà déduire de leurs entrées à eux et des sorties du protocole qu'ils sont censés recevoir. Donc l'idée, c'est que même si tous les autres participants du protocole se liguent contre vous, ils connaîtront leurs entrées, ils connaîtront les sorties qu'ils sont censés obtenir, mais n'apprendront rien de plus sur votre entrée secrète dans ce protocole. Ça, c'est la modélisation très générale, et tous les exemples que j'ai donnés précédemment rentrent dans ce framework. Pour prendre le cas médical, qui est peut-être le plus consensuel, on aime bien avoir des applications en domaine médical, on peut imaginer que nos acteurs, ce soient des hôpitaux. Tous ces hôpitaux disposent localement des dossiers privés de leurs patients, toutes les caractéristiques physiques, les traitements qui ont été essayés sur ces patients, qu'est-ce qu'ils ont donné. Et ces hôpitaux pourraient vouloir effectuer des analyses statistiques sur l'ensemble des données de ces patients ou entraîner des modèles de machine learning dessus. L'objectif, ça pourrait être de trouver des corrélations entre les conditions médicales des patients et les informations contenues dans les dossiers de ces patients. Ça pourrait être de développer des nouveaux traitements ou d'étudier l'effet d'un médicament qui aurait été déployé. Ça pourrait potentiellement être très bénéfique à la recherche médicale, mais évidemment, les dossiers de ces patients, ce n'est pas du tout des informations que les hôpitaux peuvent librement se partager entre eux. Et heureusement, il y a des lois qui protègent ça. Donc le calcul sécurisé, c'est ce qui leur permettrait de réaliser ces calculs sans jamais avoir à se révéler mutuellement ces informations privées. Donc ça, c'est pour la motivation. La question suivante, un petit peu, c'est OK, ce serait très bien si on pouvait faire ça. Est-ce qu'on sait faire? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc je vais faire un très, très bref historique du calcul sécurisé. Donc là, on est dans la partie recherche. Donc vous vous en doutez, j'ai dessiné une ligne ici. La recherche, c'est jamais unidimensionnel, c'est jamais en une ligne. Donc si je présente les choses sur une seule dimension, c'est que je simplifie et que j'ignore tout un tas de branches annexes de ces travaux de recherche. Mais si vous me pardonnez cette simplification, on peut faire un très grand panorama de l'historique du calcul sécurisé de la façon suivante. Donc le calcul sécurisé, c'est né en 1986. Donc ça fait une petite quarantaine d'années qu'on s'intéresse au sujet, dans les travaux de Andrew Yao, qui s'intéressait au cas à 2 joueurs. Et ça a été généralisé l'année suivante par Goldreich, Micheli et Whitgerson, donc en 1987, au cas de n joueurs. C'était des théoriciens, ils se sont posé la question de est-ce que c'est a priori faisable de calculer une fonction sans révéler les entrées, mais de manière à ce que tout le monde apprenne le résultat. Et leur réponse, ça a été oui, c'est faisable. En cryptographie, on repose toujours sur des hypothèses. Les systèmes de chiffrement qui protègent vos données, on n'a pas démontré qu'ils sont sécurisés, ils pourraient être cassés. Là, c'est pareil, ça reposait sur des hypothèses, mais des hypothèses classiques qui sont à peu près les mêmes que celles qui protègent votre compte en banque aujourd'hui. Donc, sous des hypothèses classiques et bien acceptées, ils ont répondu « oui, on sait faire ». Comme souvent les résultats théoriques, ce « oui, on sait faire », si on tentait de l'implémenter en pratique, ça donne quelque chose qui ne tourne pas du tout. On parlait de, même pour calculer des fonctions très simples, de protocoles qui nécessitaient des milliards d'opérations extrêmement complexes et des téraoctets de communication, même pour faire des choses extrêmement simplistes. Donc quelque chose qui restait totalement du domaine des théoriciens. Pendant une dizaine d'années, c'est donc resté comme ça, totalement du domaine des théoriciens. Et ça a commencé à changer avec les travaux d'un certain Donald Beaver en 1995, qui s'est rendu compte, alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques, sinon je vais déborder, mais il s'est rendu compte que le calcul sécurisé, ça nécessitait des quantités de calcul gigantesques, mais que quasiment tous ces calculs pouvaient être ce qu'on appelle précalculés. C'est-à-dire que le calcul sécurisé dépend de vos données secrètes, ça dépend d'une fonction qu'on veut calculer, mais en fait, il est possible de réaliser quasiment tous les calculs dont on a besoin, indépendamment de vos entrées et indépendamment de la fonction. Et ensuite, une fois que vous connaissez la fonction et vos entrées, il ne reste presque plus rien à faire. Donc c'est toujours lent, mais ça veut dire que vous pouvez commencer la veille à faire le calcul, et au moment où vous aurez besoin du résultat et où vous connaissez vos entrées, à ce moment-là, ça devient rapide. Donc c'est là que les gens commencent à se dire, OK, dans certains scénarios, si on peut préparer le calcul en avance, ça devient peut-être envisageable de faire tourner ça un jour sur nos ordinateurs. Un an plus tard, le même Beaver s'est rendu compte qu'en plus, cette quantité énorme de calculs très coûteux, on pouvait la remplacer par une petite quantité de calculs très coûteux, suivie par une quantité énorme de calculs beaucoup moins coûteux. Donc, essentiellement, amortir les calculs très coûteux utilisés par le calcul sécurisé. Au début, c'était théorique. En 2003, avec les travaux de Ishai, Kilian, Nissim et Petrank, cette idée est devenue vraiment pratique. Et c'est à ce moment-là que le calcul sécurisé est devenu un champ de recherche qui intéresse les chercheurs en pratique, où les gens commençaient à vouloir vraiment les implémenter, les faire tourner, et on s'est dit,
c'est possible peut-être que demain, sur Internet, on calcule des choses de façon sécurisée. À partir de ces travaux de Yishai, Kilian, Nissim et Petrank, les protocoles de calcul sécurisés ont commencé à pouvoir tourner de l'ordre de la seconde, la dizaine de secondes, pour calculer des fonctions sur votre ordinateur. Donc quelque chose de faisable, mais qui nécessitait toujours une quantité de communication prohibitive. Donc ça marchait si vous étiez par exemple un acteur très important, un État, et que vous aviez, disons, une très grande bande passante. Mais si vous utilisez votre téléphone, que vous arrivez sur un site web et que vous voulez que quelque chose vous soit affiché, mais que ce soit calculé sans voir vos données, vous ne pouvez pas vous permettre d'envoyer 1 Tera de communication au site web à ce moment-là. Donc la bande passante de tous ces protocoles, c'est ce qui est resté prohibitif pendant très longtemps. Bon, je passe sur des améliorations en 2012 qui ont étendu ça au cas N joueurs, renforcé les modèles de sécurité. Jusqu'à 2018, c'était toujours la bande passante qui était prohibitive. Et alors, depuis 2018, il y a des nouvelles méthodes qui se sont développées. Ça a commencé dans mes travaux avec mes co-auteurs Elliot Boyle, Niv Gilboa et Yuval Yishai, le même Yishai que celui de 2003, où on a développé des techniques où essentiellement on s'est rendu compte que tout cet énorme précalcul dont on avait besoin depuis Beaver en 1995 pour générer ce qu'on appelle de l'aléa corrélé, on pouvait à la place générer ce qu'on appelle du pseudo-aléa, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas aléatoire, mais que personne ne va réussir à distinguer d'un aléa. Et qu'en contrôlant bien la forme de pseudo-aléa qu'on générait, on pouvait compresser cette communication et donc remplacer cette énorme communication par une très faible quantité de communication. Le problème, c'est que pour l'instant, tout ce qu'on sait faire dans ce domaine-là, c'est principalement limité au calcul à 2 joueurs. Donc pour synthétiser, le calcul sécurisé aujourd'hui, on sait faire de l'ordre de la seconde ou de la dizaine de secondes. En pratique, à N joueurs, si vous avez une énorme bande passante, et si vous avez une bande passante plus restreinte, depuis quelques années, on a des solutions qui marchent, tant qu'il n'y a que 2 personnes qui veulent effectuer un calcul. Mais si vous avez 100 personnes, on ne sait pas encore vraiment faire. Donc c'est un domaine très actif. Alors je ne sais pas combien de temps il me reste exactement, mais peut-être pour rentrer un tout petit peu plus dans une intuition technique d'où ça vient tout ça. Donc l'oblivious transfer, ça va être un exemple d'un cas très simplifié de calcul sécurisé qu'on va vouloir réaliser. C'est vraiment, quelque part, un des protocoles les plus simplistes qu'on peut imaginer. Ici, donc on a nos 2 protagonistes, Alice et Bob. Alice a en entrée 2 bits. C'est ses seuls secrets. S0, S1. Bob, il a en entrée 1 bit. Et Bob, on l'appelle le receveur. Et B, on va l'appeler son bit de sélection. Et en fait, ce qu'on veut, c'est faire une forme vraiment minimaliste d'accès sécurisé à une donnée, comme une requête sécurisée à une base de données. L'idée, c'est que là, la base de données, c'est juste les 2 bits de Alice, S0 et S1. Et B, c'est la requête de Bob. Bob veut apprendre l'un de ces 2 bits, soit S0, soit S1, donc le bit S indice B. Et on veut tout protéger, c'est-à-dire on veut que le bit auquel Bob n'a pas accès reste caché, donc que Bob ne l'apprenne pas. Donc on n'a pas la solution simple de dire que Alice peut simplement directement envoyer S0 et S1 à Bob. Il ne faut pas révéler les 2 entrées. Et en même temps, Bob voudrait cacher sa requête. Il voudrait que le bit B qu'il utilise pour sélectionner le bit ne soit pas révélé à Alice. Pourquoi est-ce que je vous présente ce protocole un peu simple et minimaliste qui ne semble pas avoir beaucoup d'applications? Parce que le résultat de Goldreich, Michaeli et Witgerson de 1987, c'est que si on sait faire ça, on sait tout faire. Le problème du calcul sécurisé de n'importe quelle fonction se réduit au problème du calcul sécurisé de cette fonction à 2 joueurs. Donc ça, c'est un résultat qui est assez surprenant et assez intéressant. Je ne rentre pas tellement dans les détails techniques, mais pour ceux qui ont un peu de background scientifique, ça utilise une combinaison des choses suivantes. Tous les secrets, les joueurs trouvent une manière pour se les partager entre eux, de manière à ce que localement, leur part ne révèle rien, mais qu'en sommant leur part, ils puissent retrouver le secret. Ensuite, la fonction à calculer, on va la représenter comme un circuit booléen. Donc ceux qui ont fait un petit peu de hardware ou des choses comme ça, le circuit booléen, c'est un peu la manière dont la fonction est représentée dans votre ordinateur. Elle manipule des bits en entrée et elle évalue des portes logiques. Ça peut être un XOR, ça peut être un et. Donc nous, on va écrire explicitement, comme si on était l'ordinateur, la fonction comme un circuit logique. Et les joueurs vont prendre les parts des entrées et tenter, une fois qu'ils arrivent à chaque porte, de calculer une part de la sortie. Et comme ça, à chaque fois qu'ils arrivent devant une porte, ils ont des parts des 2 entrées, ils font un petit protocole, ils calculent des parts de la sortie, et ils propagent ça tout le long du circuit. Tant qu'ils ont des parts, ils ne voient pas les valeurs, parce qu'elles sont distribuées entre eux de manière à ce que leur part ne révèle pas la valeur partagée. Et il n'y a qu'au moment où ils arrivent à la toute dernière porte qui donne le résultat, qu'ils vont reconstruire le résultat en se partageant leur part. Et ce qu'ont observé Goldreich, Michaeli et Witgerson, c'est que
à partir des parts d'une entrée, obtenir les parts de la sortie d'une porte logique très simple, c'est essentiellement un oblivious transfer. Donc si on sait faire ça, on sait tout faire. La question, c'est comment est-ce qu'on fait plein d'oblivious transferts? Parce qu'une fonction, je donnerai des chiffres plus tard, mais une fonction, ça peut avoir beaucoup de portes. Donc là, l'idée de Beaver, c'était que si on sait faire des oblivious transferts, on peut aussi les précalculer. Ce qu'il a observé, c'est que si Alice et Bob avaient réussi à faire un oblivious transfer initialement sur des données aléatoires, là, imaginez, il y a un chapeau magique qui arrive et qui donne à Alice des bits R0, R1 au hasard et à Bob un bit A et RA au hasard. Donc c'est vraiment un oblivious transfer, mais tout est pris au pif. Alors, Alice et Bob peuvent plus tard utiliser cet oblivious transfer aléatoire qui a été fait, disons, la veille, et le transformer en un vrai oblivious transfer sur leurs données. Essentiellement, Bob dit à Alice si A est égal à B ou si A est différent de B. Ça ne révèle pas d'informations sur B parce que A était aléatoire. Et en fonction de ça, Alice va masquer ces deux entrées S0 et R1 par les deux entrées aléatoires R0 et R1, soit dans ce sens-là si jamais A était égal à B, soit dans l'autre sens si A était différent de B. Voilà. Donc, si on regarde bien en détail, ça c'est un protocole qui est très simple, qui a l'avantage d'être parfaitement sécurisé. Il n'y a besoin d'aucune hypothèse de sécurité. Où Alice et Bob s'échangent en tout 3 bits et ont calculé au total 3 XOR. C'est-à-dire, dans les standards cryptographiques, c'est vraiment rien. C'est difficile de faire plus efficace en cryptographie. Donc essentiellement, le problème de faire du calcul sécurisé, ça se réduit à précalculer plein de ces oblivious transferts aléatoires en avance. Donc c'est ce qu'on appelle générer des longues chaînes d'aléas corrélés. Et le protocole dont je parlais, de IKNP 2003, c'était une méthode qui permettait de générer une quantité arbitraire de cet aléa corrélé, efficacement en calcul, mais avec à peu près 100 bits de communication par oblivious transfert. Alors, est-ce que 100 bits de communication par oblivious transfert, c'est beaucoup? Juste pour donner un ordre de grandeur, un truc qu'on aime bien en calcul sécurisé, c'est par exemple les distances d'édition. Donc ici, par exemple, la distance de Levenshtein, c'est quelque chose qui prend 2 chaînes en entrée et qui compte le nombre d'insertions, délétions et substitutions dont on a besoin pour transformer une chaîne en l'autre. C'est utilisé par exemple en génétique pour trouver des similarités entre des génomes. Et on aime bien ça en calcul sécurisé parce que la génétique, c'est un exemple classique. On veut faire des gros calculs sur des données qui sont vos génomes, donc qui sont typiquement des données très privées qu'on aimerait bien ne pas révéler à n'importe qui. Bon, eh bien, une fonction aussi simple que la distance d'édition qu'on voudrait calculer sur des petites entrées, 512 octets, si vous faites le circuit booléen pour cette fonction, vous avez 6 milliards de portes E. Donc ça veut dire que si pour chaque porte dans votre circuit, vous avez une centaine de bits à échanger, alors vous vous retrouvez à des centaines de gigaoctets de communication pour simplement calculer la distance d'édition entre deux chaînes de 512 octets. Quelques centaines de gigaoctets de communication, c'est faisable, mais c'est extrêmement... Enfin, disons que ce n'est pas quelque chose qu'on va faire tous les jours, et très rapidement, dès qu'on va vouloir aller à des fonctions plus complexes, vous allez saturer votre bande passante. Donc, là où mes travaux sont intervenus, c'était dans la construction de méthodes qui permettaient de générer de très grandes quantités de ces oblivious transferts aléatoires, toujours en utilisant assez peu de calculs, quelques évaluations d'une fonction de hachage, mais en réduisant la communication de 100 bits par OT à peu près 0. C'est-à-dire que la communication devient indépendante du nombre d'oblivious transferts qu'on génère. Et ce qu'on relâche, c'est qu'au lieu d'être totalement aléatoires, ils sont seulement ce qu'on appelle pseudo-aléatoires, c'est-à-dire indistinguables de chaînes vraiment aléatoires. Tout ça, pour ceux qui veulent un petit indice de quelle est la science qui est là-dessous, tout ça, ça se réduit à répondre à des questions de théorie des codes correcteurs d'erreur. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sous-jacent à ces techniques, on doit trouver des grosses matrices structurées qui ont certaines propriétés d'efficacité dans la multiplication matricielle et certaines propriétés de sécurité dans la difficulté de résoudre certains systèmes d'équations. Et quand on plonge les mains dans le cambouis, ce qu'on doit faire, en fait, c'est résoudre des questions ouvertes en théorie algébrique des codes. Donc, il y a des très jolis problèmes de mathématiques sous-jacents qui ont donné lieu à pas mal de résultats sympas ces dernières années. Je vous passe les détails techniques, mais je les ai sur une slide si jamais quelqu'un vous les demander. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Geoffroy Couteau, chargé de recherche au CNRS et à l'IRIF. On a quelques instants, quelques minutes pour quelques questions. 2 questions. Monsieur. Vous avez opposé la sécurité de la communication et la sécurité du calcul. C'est dans les tout premières slides. Oui, je ne peux pas revenir en arrière là? Oui. Oui, il n'y a pas de nécessité. Okay. On voit beaucoup apparaître maintenant le calcul dans le réseau.
Donc, Ouais. c'est-à-dire au milieu, entre les deux entités. Ouais. Comment est-ce que vous avez présenté ce porte? Est-ce que ça amène de nouveaux défis? Est-ce que ça marche intrinsèquement? Qu'est-ce que ça impacte? Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par le calcul dans le réseau? Parce que nous, c'est du calcul dans le réseau, justement. Oui, mais moi j'ai compris que vous étiez plutôt sur les entités d'extrémité, c'est ça? Enfin, on parle d'Alice, on parle de Bob, Ouais. Et puis au milieu, ça communique. Ouais. Voilà. Et nous, ce qu'on aime bien, c'est que quand ça communique, on soit capable de commencer à faire des calculs. Calculer des agrégats, calculer tout un tas d'indicateurs. D'accord, mais ça, c'est quelqu'un au milieu qui fait ce calcul? C'est ça. Nous, on le voit du coup comme un troisième joueur, C'est Carole, et on peut faire du calcul sécurisé avec un troisième joueur qui n'a pas forcément d'entrée et qui D'accord. réaliserait une partie du calcul toujours sans voir les données de façon sécurisée. Donc sans impact, c'est totalement transparent Voilà, du tout point de à vue de ce fait. paradigme-là. Ok, Exactement. super. Ce paradigme, on peut rajouter n'importe quel nœud qui ferait des calculs. S'il n'a pas d'entrée, il n'aura pas d'entrée dedans, mais à la fin. Et s'il n'est pas censé recevoir de sortie, alors sa sortie de la fonction, ce sera le vide, enfin rien. Et donc ça modélise le fait qu'il participe au calcul, mais n'a ni entrée ni sortie. Allô, bonjour. Si on comparait les MPC, c'est ça, avec les chiffrements homomorphes, en termes d'efficacité, on utiliserait... Donc, le chiffrement homomorphe, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est vous avez un chiffrement, mais vous pouvez directement calculer sur votre message chiffré. Le calcul sécurisé, c'est un objectif. Le chiffrement homomorphe, c'est une technologie. Voilà. Donc, vous pouvez faire du calcul sécurisé avec du chiffrement homomorphe. Vous chiffrez X, vous l'envoyez à... Enfin, moi, je suis Alice, je chiffre X, je vous l'envoie. Vous avez Y, vous calculez f de XY, totalement sur le chiffré, vous me renvoyez le résultat, je déchiffre. On peut résoudre le problème du calcul sécurisé avec du chiffrement homomorphe. Tout ce que j'ai donné sur le rendre efficace, donc c'était justement, je disais, une seule ligne, on oublie d'autres dimensions. La ligne que j'ai donnée, c'est rendre ça efficace en termes de calcul, mais on a une grosse communication. Le chiffrement homomorphe, c'est l'autre ligne. Il y a très peu de communication. J'envoie juste mon chiffré de X, tous les calculs sont faits en local, vous me renvoyez juste le résultat. La communication est indépendante de la taille de la fonction. Par contre, en contrepartie, on paye une énorme quantité de calculs. Essentiellement, pour donner une idée, aujourd'hui, le calcul sécurisé avec les méthodes dont j'ai parlé, on fait de l'ordre de 10 millions de portes logiques par seconde, parfois jusqu'à 100 millions. En FHE, on est plutôt de l'ordre de la trentaine de portes logiques par seconde. Donc il y a un facteur 100 000 à 1 million de différence facilement en termes d'efficacité de calcul. Mais si jamais vous étiez dans un environnement où tout ce qui compte, c'est la bande passante et vous avez des serveurs de calcul énormes, mais une bande passante minuscule, alors là, ça peut faire sens de payer un calcul 1 million de fois plus coûteux pour économiser la bande passante et avoir juste à envoyer un message chiffré, ce que le chiffrement totalement homomorphe permet de faire. Donc c'est une branche alternative qui rentre aussi dans ce framework.